il y a cette blague qu'on dit sur les Basques, comment on fait pour entrer 20 Basques dans une 4L. On leur dit que c'est pas possible. C'est une première pour nous, on n'a jamais fait une interview dans un hall d'hôtel. Et qui je suis en fait. Parce que dans le jeu, il y a aussi du on. J'aime bien ce que disent, je sais plus quelle langue africaine, je suis désolé de mon inculture, mais c'est le concept Ubuntu. Je et nous, nous et je. Et ça, j'aime bien dans cette époque très très individualiste, d'interroger le je et donc de comprendre le nous ou le on. Certains disent le on est en con, moi je crois pas. Donc, Timoun, vous êtes metteur en scène de la compagnie Akshut, qui est une compagnie basée dans le Pays Basque et qui a fait le choix de créer, produire en langue basque, tout en, bien sûr, se produisant en dehors du Pays Basque. Donc pourquoi ce choix? Comment c'est venu et comment vous le partagez avec le reste de l'équipe? Alors, et ça fait il y a plein de façons de répondre à ça. Je dirais que quand on décide ça, nous au départ, on faisait partie d'une compagnie qui tournait bien, reconnue, conventionnée. Et il y a à un moment donné quelque chose qui se fatigue, parce qu'on voit beaucoup de monde et on rencontre personne. Et en même temps, notre langue, ça doit s'entendre, j'ai un accent basque, c'est une langue qui façonne le palais. Ma langue, mon imaginaire est lié à cette langue-là. Et on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose qui est difficile dans nos métiers. Il faut rétrécir la distance entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est compliqué. Parce qu'on est un vrai métier de baratineur et on se dit, non, mais il faut qu'on soit... Plus on sera sincère avec nous-mêmes, plus on sera avec les gens. Et plus on sera proche des gens, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on va faire, dans la façon dont on va le faire, plus ce sera exigeant, notre travail sera exigeant. On ne sera pas dans un microcosme culturel, artistique, mais forcément on sera beaucoup plus proche des habitants, des gens, de notre environnement. Et à l'époque, il se disait que ce n'était pas possible en fait, de vivre économiquement en langue basque. Et donc nous on a créé un collectif qui s'appelle Akshut, qui veut dire chiche. Donc nous on s'est dit on va y aller, on va le faire. Voilà, et donc on fait du théâtre contemporain. J'écris très souvent, pas seul, mais voilà, j'écris très souvent, je mets en scène, parfois je joue dedans. Et on est 4 personnes à travailler, on a 3 activités. En gros, on fait de la création, de l'éducation artistique. Il y a une personne qui est dédiée à ça, parce qu'on sait très bien que du coup là, il faut qu'on soit très très proche du territoire et on s'est associé avec 17 établissements scolaires. Donc on est vraiment ancré en lien direct avec la jeunesse et ce qu'on appelle, ce que nous on appelle faire pays, faire territoire, faire peuple, qui est un seul mot pour dire tout ça en basque, et qu'en français on appelle ingénierie culturelle. On essaie de créer des outils ou d'aider des élus, des opérateurs, etc., à créer des outils propres à l'économie de notre langue, parce que forcément elle est en dehors des sentiers battus, forcément étant dans un contexte foncièrement discriminatoire, structurellement et de manière systématique, il faut arriver à trouver des chemins de traverse et qui correspondent à nos agendas, à une autre économie et à un autre type de relation. Ça, on communique autrement. Je crois qu'on parle plus qu'on ne communique, par exemple. Voilà. Et on essaye, en tout cas. Et donc tout ça, ça a demandé une pensée, une façon de faire, des savoir-faire qui font partie de l'écosystème de la création artistique elle-même. Okay. Donc vous disiez que vous étiez vraiment aussi implanté sur le territoire. Il me semble que vous participez à des projets de territoire sur plusieurs années. Vous avez des financements et des conventionnements pour cela. Vous parliez des écoles. Comment vous impliquez également peut-être les habitants de ce territoire? Et parfois, on fait des créations, ce qu'on appelle les créations in situ. Ça, c'était le cas l'année dernière, on en a fait 2. Ou specific site, c'est-à-dire on crée pour un lieu, un territoire et c'est tout. Et on a fait 2 créations et avec des habitants.
deux créations. Une, on a fait à l'intérieur du Pays Basque, en Basse-Navarre, dans un tout petit village de 200 habitants. Et on était parti pour jouer 15 jours, 3 semaines. Et on a joué 6 semaines. C'était plein, tous les soirs. Les gens sont venus de tout le Pays Basque. C'est-à-dire que notre territoire d'intervention est avant tout, évidemment, l'ensemble du Pays Basque, donc de part et d'autre de la frontière, sur 2 pays, 3 régions. Après, parfois, on a joué à Madrid, on a joué à Tarbes, on va jouer en Corse. Donc, on a aussi d'autres territoires d'action, mais on y joue presque comme on y jouerait à l'étranger, c'est-à-dire sur un territoire non bascophone, donc forcément étranger, dans ce sens-là. Et sur ces créations spécifiques, ou in situ, on a travaillé donc ce qui est en Basse-Navarre, c'était dans un tout petit village, et là c'était avec des paysans, parce que ça parlait de la paysannerie. On ne savait pas qu'à ce moment-là, l'Europe allait se mettre un peu à feu autour de la question paysanne, qui est une question essentielle, des paysans et de la nourriture, de ce qu'on mange, comment on vit, et de comment on se nourrit. Bon, bref, il y a plein de choses, et c'est aussi le berceau de notre culture, dans l'imaginaire collectif. La ferme, c'est le berceau de la culture basque. Et pourtant, elle est très maltraitée. Et la preuve en est, c'est qu'il y a beaucoup de suicides dans le milieu de paysans, et c'était un des sujets tabous sur lesquels nous on a travaillé, avec les paysans. Il y avait les paysans qui étaient acteurs, et nous, on n'a pas fait de différence. Tout le monde était payé, pareil. Il n'y avait pas de différenciation en matière professionnelle au niveau du salaire, etc. Si, un aménagement d'horaire singulier. Mais ça a créé quelque chose, c'est devenu un événement. Voilà. Et on en a fait un autre sur la Bidassoa, qui est un fleuve frontière. Et nous, étant installés en Daï, on voit tous les jours les dégâts de la frontière, l'hypermilitarisation de la frontière, la politisation des êtres humains, parce qu'ils ont l'autre couleur, une autre origine que certains. Et ce que ça donne, en fait, on voit des gamins qui s'échappent, des gamins qui ont l'âge des miens ou plus jeunes. Plein de fois, en tournée, en revenant, on a vu des gamins courir sur l'autoroute. Mais c'est affreux. C'est affreux de voir ça. C'est dégueulasse. Et en fait, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de Basques, de bascophones, qui sont impliqués dans les associations d'aide aux migrants ou d'accueil des migrants. Je ne sais pas s'il faut dire migrants d'ailleurs, c'est une question, ou réfugiés, ou nouveaux arrivants. Nous, on appelle ça en basque, on dit ça, on dit les arrivants. C'est pas mal, c'est plus sympa, plus accueillant. Comment ça se dit en basque? Etorkin. Okay. Donc, ceux qui viennent, tout simplement. Et physiquement, réellement, c'est ça, c'est une façon de faire. Et qui sont arrivés là, et souvent, c'est pas par choix, en fait, c'est par peur, nécessité, survie, etc., etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui sont dans ces associations très impliqués. Et c'est pas étonnant parce qu'en fait les premiers migrants au Pays Basque ce sont les Basques qui ont fui une guerre puis l'autre, qui a eu ça a été un territoire qui était très longtemps en guerre d'un côté et de l'autre de la frontière. Depuis l'Inquisition, ça ne s'est pas arrêté. Voilà. L'Inquisition, 1789, du coup, c'était un territoire en guerre. Beaucoup de gens qui ont fui de côté, les guerres napoléoniennes, les guerres carlistes, la guerre de 36, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Bref, ça fait beaucoup de guerres et beaucoup de migrants et beaucoup de gens qui se sont noyés. Plus les Portugais, plus les Nord-Africains, plus les Juifs, etc., etc. Donc on a parlé de ça. On a fait un recueil de témoignages. On allait voir plein d'habitants. Et on a écrit des lettres avec eux pour rentrer dans la question des réfugiés, des migrants, des arrivants, des partants, par l'intime. Parce que la lettre, c'est assez intime, c'est presque un peu désuet aujourd'hui. C'est-à-dire, tiens, comment on peut rentrer dans l'intimité des familles? Qu'est-ce que je dis à ma mère si je m'en vais pour toujours? Voilà. Ou à mes enfants? Voilà. Et donc, on est parti du témoignage réel, on a fait de la fiction, on a écrit ça avec les habitants. Ils ont lu, on les a enregistrés. Et c'était un parcours tout le long du fleuve, qui partait depuis Hendaye jusqu'à Biliatou. Et c'était un parcours à pied. Les gens ne savaient pas, ils croyaient qu'ils allaient voir un spectacle de théâtre ordinaire, conventionnel. Et ça commençait à pied, puis après on prenait le bateau. Après, on prenait le bus, les yeux bandés, on faisait un grand détour, comme ça, avec des sensations très singulières pour arriver sur une petite place de Biliatou, qui était un village qui était plutôt accueillant et bienveillant pendant toutes les guerres, et connu pour
et qui continue de l'être avec les migrants. Donc c'était bien de finir un endroit comme ça avec un petit déjeuner. C'est un spectacle qui durait 3h30, qui était très long, une grande embardée. Et c'était très bien. Je crois que ça reste dans les mémoires. C'est pas des choses qui sont pensées pour être tournées. C'est intournable. À chaque fois, c'est un travail de dingue pour monter ça. Mais par contre, c'est un travail qui s'inscrit dans le temps. Donc on fait ce genre de travaux, en plus de travailler avec les établissements scolaires, en plus de travailler avec les associations et parfois des municipalités ou des institutions qui nous permettent de nous inscrire dans le temps présent, bien sûr, mais aussi dans un futur plus, comment dire, plus positif, plus ouvert, plus inclusif et plus, qui laisse une place plus importante à notre langue qui est relativement invisibilisée sur notre territoire. Moi, je travaille dans ma langue et dans ma culture pour que mes enfants aient le droit de vivre et d'imaginer, de rêver, de se fâcher, de me dire merde à moi dans leur langue. Une autre façon de le dire, ce serait Annie Ernaux qui disait j'écris pour venger ma race. Je fais ça aussi, hein, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une colère qui est inscrite dans mon sang, qui s'est transmise. Voilà. Mais personnellement, mes deux grands-parents sont allés en camp de concentration, enfin leur famille. Une parce qu'elle était juive, l'autre parce qu'elle était basque. Et ça, forcément, je le porte avec moi. Mais j'essaie d'en faire quelque chose de, comment dire, une énergie créatrice. Voilà. Je fais du théâtre. Et donc la compagnie porte également des valeurs liées à notre environnement, à la situation de notre planète et de notre société. Comment ça se traduit concrètement au sein de la compagnie? Comment ça vous est venu aussi de porter ces valeurs-là et quelque part de les imposer à des diffuseurs, à des tourneurs? Je ne sais pas comment ça se passe exactement pour vous. On n'impose pas grand-chose. On se l'impose à nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne pourrait pas tourner en train, nous. Ce serait impossible. On travaille des deux côtés de la frontière, les connexions, c'est très compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est nous changer. C'est-à-dire, quand un système ne veut pas changer, nous, on peut changer. On peut faire notre part. Et c'est assez simple, c'est-à-dire, l'ensemble de l'équipe ne vient pas très loin. L'extrême majorité de notre tournée, c'est dans un rayon de 250 km. Et on joue beaucoup, on fait 80, 100 représentations. Donc c'est possible de penser autrement les tournées, par exemple. Et nos scénographies sont extrêmement légères, ça rentre dans une petite fourgonnette. Ça, c'est un engagement sur la sobriété énergétique. Sur tous nos fournisseurs, et notamment l'alimentation. Ouais, en tournée, c'est plus compliqué, mais sur la partie création, on travaille avec des producteurs du coin, qu'on connaît. Puisqu'on travaille avec des agriculteurs. Et enfin, il y a les sujets sur lesquels on travaille. On n'essaie pas d'en faire la morale, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. On sait, on est au courant aujourd'hui, tout le monde est au courant, même les négationnistes, qu'on va dans le mur. Comme ça, en gros, on va dans le mur. Et que les politiques publiques qui sont mises en place ne sont pas efficaces. J'ai entendu un scientifique qui parlait des politiques publiques qui étaient menées sur les questions écologiques. Et il prenait une métaphore que moi j'utilise souvent pour la langue. Il a pris la même, celle du paracétamol. C'est-à-dire, c'est comme si on allait voir quelqu'un, un médecin, hein, on dit j'ai mal à la tête, il parle de la question écologique, j'ai mal à la tête, j'ai souvent des nausées et je ne dors pas très bien. Et que le docteur nous donne du paracétamol, hein, une infusion pour pouvoir bien digérer et un somnifère pour dormir. Sauf que la cause de tout ça, c'est un cancer généralisé. Je ne vais pas me soigner. Au mieux, on va passer les douleurs du moment, mais ça ne va pas durer. Et sur la question écologique, on reste, et même en culture,
On reste sur ces questions-là. On reste sur de la politique du paracétamol. Et peut-être qu'il faut penser complètement autrement toute l'économie du spectacle vivant.